Je vais vous parler de recrutement et c'est suite à plusieurs discussions avec des entrepreneurs, des clients et aussi une mission effectuée l'an dernier pour quelqu'un qui s'était jamais posé la question de la qualité de son recrutement et des conséquences en termes de cash flow sur la boîte qui était absolument effrayant. Bienvenue Je pour vais vous... cette nouvelle édition des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les Donc, entrepreneurs. recruter efficacement, comme je vous le disais. Quand on discute avec un entrepreneur, quand on discute d'ailleurs avec des gens dans une grande entreprise, on entend plein de poncifs sur le recrutement qui sont en partie vrais, mais qui ont des limites absolument évidentes. Premier des poncifs, le recrutement est une science. On peut recruter à 100% bien, je suis un expert du recrutement, c'est fabuleux, tout va bien. Et en même temps, on entend, ah ouais, mais attends, moi j'ai un feeling particulier, je suis capable, simplement en écoutant un candidat, de percevoir sa qualité, sa compétence, etc. Il y en a même qui ont des trucs infaillibles. Ils ont la question qui tue. Ils ont l'attitude qui tue. Et ils en ont plein. Hein. Le nombre d'idées est illimité là-dessus. Certains vous prédisent que la data va sauver le recrutement. Que maintenant, en recrutant qu'avec la data, c'est fabuleux, on obtient des trucs extraordinaires. Il y a des boîtes qui sont lancées dans du recrutement tout automatisé. Je ne parle pas de gens qui vous vendent des solutions de recrutement. Hein. Je parle des boîtes qui ont décidé que leur recrutement serait automatisé. Il y a eu des grandes annonces. Derrière les annonces, il y a eu des grands échecs, à tel point que les outils ont été débranchés, parce qu'on a réalisé que c'était quand même un sujet complexe. Parce qu'effectivement, c'est horriblement difficile le recrutement. Et quand je dis horriblement difficile, euh, c'est vraiment horriblement difficile. On se retrouve avec parfois on réalise après coup qu'on a planté alors qu'on pensait avoir réussi et tout le temps. Si vous faites mieux que le hasard, objectivement, vous êtes un bon recruteur. Et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très impressionnant. Les meilleurs recruteurs que j'ai vus sont des gens qui ont une humilité absolument fabuleuse par rapport à la qualité de ce qu'ils font. Curieusement, tous les gens qui sont extrêmement satisfaits de ce qu'ils font ont du mal à comment dire, ont du mal à partager avec vous à quel point ils ont été bons. D'ailleurs, quand vous les questionnez, en fait, ils n'ont jamais mesuré qu'ils étaient excellents. Donc la question que je vous pose là, c'est est-ce que vous-même, vous vous êtes posé la question de la qualité du recrutement, des recrutements que vous effectuez? Ce qui est amusant aussi, c'est d'entendre le nombre de tests utilisés. Dans test, je mets toutes les méthodes qui existent. Et pourtant, les études pullulent sur le fait que euh, ben, la valeur prédictive des outils n'est pas si forte. Elle n'est pas si forte, voire elle est franchement mauvaise. Et il n'y a pas besoin de faire allusion pour cela à des outils baroques considérés comme problématiques parfois. De nombreux outils dégradent la qualité du recrutement. Et ça, c'est vraiment un truc qui est impressionnant. On va essayer de ne pas rester négatif et du coup, je vais vous passer, je vais passer au travers de certains points avec vous. D'abord, est-ce que vous vous êtes posé cette question de la qualité de votre recrutement? Bien souvent, on réalise que la réussite que les gens disent avoir dépend, au fond, de la définition qu'ils en donnent. Certains ne donnent jamais de définition, donc c'est pratique. Ils sont bons, ils recrutent à tous les coups positivement. Mais si vous prenez des facteurs assez normés, il y a des études qui circulent, c'est à nuancer très vite. Si on considère que un recruté qui est là 18 mois après la date d'entrée est un facteur de succès, alors le chiffre qui tourne, c'est entre 55 et 60% de taux de réussite moyen. Si jamais on durcit cet indicateur, là, c'est plus problématique. Non seulement la personne est là 18 mois après, mais elle donne pleine satisfaction. Encore plus dur, elle donne pleine satisfaction et montre
qu'elle a une capacité de progression, de développement, une capacité à bondir plus loin. Si on rajoute des éléments qualitatifs, c'est encore pire. Est-ce que des gens que j'ai recrutés qui font objectivement le job, qui donnent satisfaction, sont encore motivés par le job? Là, ça devient vite problème, ça devient vite inquiétant. On connaît tous des gens qui ont été recrutés trop qualifiés, qui sont donc très bons potentiellement, mais qui très vite se lassent avec une impression de gâchis, ce qui met en danger accessoirement la boîte. Ou à l'inverse, des gens dont on pense qu'ils font le job, mais on réalise très vite qu'on a sous-estimé leurs compétences. En tout cas, on a sous-estimé les compétences nécessaires. Donc ça mérite de s'arrêter pour regarder. Non seulement de vous arrêter, vous, entrepreneurs, mais aussi de regarder où en sont vos équipes. C'est un des enjeux trop souvent négligés. Le recrutement, c'est une affaire d'équipe, c'est une affaire de l'entrepreneur, c'est l'affaire du manager qui staff, c'est l'affaire du RH quand vous en avez un, probablement aussi l'affaire des équipes, si vous impliquez vos équipes dans le recrutement. Et là, il y a plein d'indicateurs. Il y a plein de choses à vérifier. D'abord, est-ce que vous êtes posé la question des départs trop rapides? Sous-entendu, est-ce que vous monitorez le nombre de départs dans la période d'essai? Que ce soit vous qui les provoquez, que ce soit les nouveaux recrutés qui s'enfuient. Ça vaut le coup de se le poser parce que ça coûte une blinde. Ça coûte extrêmement cher. On a du mal à trouver des chiffres sur le sujet, mais pour cet entrepreneur chez qui j'étais intervenu l'an dernier, on avait convenu que un départ en cours de période d'essai, ou en tout cas dans les 12 premiers mois, lui coûtait, selon les profils, entre 10 000 et 50 000 euros. Et là-dedans, il y a des coûts multiples auxquels on ne songe pas. Naturellement, le coût du recrutement qui n'a servi à rien, le coût de l'annonce, le temps que vous y avez passé, le cabinet, etc., etc. Mais aussi l'intégration qui n'a servi à rien, intégration qui a souvent fait baisser la productivité de votre équipe, la perte de productivité qui est, on va dire, consécutive au départ. Les gens sont souvent désolés dans une équipe de voir que quelqu'un part, que la tension va remonter, qu'on aura toujours, on sera toujours sous pression et que ça ne va pas s'améliorer, etc., etc. Et accessoirement, on découvre qu'il y a des erreurs dans tous les coins. Et celles-là, il va falloir qu'on les reprenne. Je ne parle pas du temps consacré à la gestion du départ. Euh, si jamais le départ est compliqué dans une période d'essai, ça consomme une énergie phénoménale. Donc voilà, 10 à 50 cas, un départ dans les 12 premiers mois. Si on regarde au-delà d'un an, entre 1 et 2 ans, voire au-delà, les coûts peuvent devenir stratosphériques. On a fait une estimation là aussi. Je vous parle de l'estimation faite chez cet entrepreneur, mais vous en connaissez d'autres. Grosso modo, une démission, ça vous coûte entre 1 et 2 salaires annuels chargés selon la seniorité. Pourquoi les coûts augmentent? Probablement à cause de la perte de connaissances, de la désorganisation profonde et du temps que va prendre le retour à une productivité satisfaisante des personnes que vous aurez recrutées. Voilà, premier truc, regardez où vous en êtes en termes de recrutement. Essayez de poser ces éléments-là. Dans le cas de l'entrepreneur en question, on avait un turnover très important. On a réalisé probablement que l'entrepreneur gâchait chaque année entre 800 K et 1 million d'euros. C'était 800 K à 1 million d'euros qui étaient des dépenses faute d'un investissement pertinent. Si on réfléchit à ce que ça peut représenter, c'est absolument effarant. Clairement, c'est l'un des premiers postes d'investissement de l'entreprise, surtout quand vous avez une grande quantité de salariés. Alors, les bases du recrutement, j'ai réalisé que ça n'était pas acquis chez plein de gens. Je ne vais pas vous faire un cours, mais je veux juste vous dessiner les grands enjeux. La première chose, il faut être au clair sur son besoin. Être au clair sur son besoin, ça veut dire être conscient des enjeux du poste, de la réalité du poste.
Et donc, il faut s'asseoir avec le manager, avec l'équipe, et il faut prendre le temps de faire une vraie définition de poste. Je sais l'exercice est limité, je sais l'exercice est perturbant, il est parfois totalement agaçant, mais tant que vous n'êtes pas au clair sur le poste, la réalité des enjeux, il est vraiment difficile de définir ce qui va servir de base au recrutement qui vient. Et là, vous allez voir, c'est fabuleux. Une fois qu'on a une définition de poste beaucoup plus claire, c'est plus simple de rédiger l'annonce. C'est plus simple d'établir une grille d'entretien. C'est plus simple de décider entre plusieurs candidats. Ça aide à réfléchir à la rémunération du candidat et donc à faciliter l'attraction de candidats intéressants. Ça aide à réfléchir à des parcours de carrière pour ceux qu'on recrute. Donc voilà, prenez le temps de réellement vous poser la question du poste. La deuxième étape, c'est l'annonce. Alors, peu importe le canal sur lequel vous la diffusez. D'ailleurs, parfois, vous ne diffusez pas l'annonce en tant que telle. Mais le simple fait de l'avoir vous permet de parler correctement du poste. En parallèle de l'accompagnement d'entrepreneurs, j'accompagne depuis maintenant une quinzaine d'années des personnes qui cherchent du boulot. Probablement des gens sophistiqués, plutôt sophistiqués, des gens intelligents, des gens qu'on pourrait imaginer capables de chercher un job de la façon la plus efficace qui soit. Je suis obligé de vous dire un truc terrifiant. Les candidats ont du mal à se décrire. Ayant du mal à se décrire, ils ont du mal à chercher des annonces qui leur conviennent. Et le problème, c'est qu'en face, les entreprises, ne réfléchissant pas assez à leurs annonces, écrivent des annonces pas totalement adéquates, et en dépit des merveilles de la technologie, un besoin pas clairement exprimé par une entreprise, une recherche pas suffisamment explicite par le candidat, ça fait que vous avez très peu de candidats au final. Très peu de candidats parce qu'ils n'ont pas trouvé votre annonce, très peu de candidats parce qu'ils n'ont pas compris votre annonce, mais aussi des effets de bord beaucoup plus vicieux. Une autocensure des candidats face à certaines annonces. Tiens, on demande tellement de compétences, je n'en ai que 60%, je ne répondrai pas. Ou à l'inverse, des gens qui répondent à n'importe quelle annonce et qui vous plombent, vous, entrepreneur. J'ai encore eu 250 candidats, dont 80 totalement à côté de la plaque. Et j'ai perdu un temps effrayant pour ça. Donc voilà, posez-vous la question de l'annonce, c'est clé. C'est clé parce que plus l'annonce est attractive, plus elle est informative, plus vous avez de candidats. Mais aussi, plus vous filtrez les candidatures. Si vous êtes très clair sur le prérequis, des gens qui n'ont pas les prérequis tendront à ne pas postuler. Évitez le jargon, évitez les trucs qui ne sont pas essentiels. L'étape qui suit après, une fois que j'ai reçu tous ces CV, et c'est pas de la tarte, c'est trier les candidatures. Trier les candidatures, c'est pas très drôle. Il y a plein de façons de le faire. Il y a souvent un tri de CV très rapide. Et ensuite, on consacre un peu plus de temps au CV qui reste. Un conseil, ayez des règles simples. Plus vous êtes au clair sur les critères, plus c'est facile de définir quelques règles. Les CV qui ne répondront pas à ces critères, je les jette. Et je trierai tranquillement le reste des CV qui restent en prenant mon temps. Bien entendu, une fois les candidatures traitées, il faut recevoir les candidats et les évaluer. Ça, c'est un boulot et on va en parler un petit peu plus loin, mais je vous propose de vous souvenir qu'il faut faire attention à vos biais. On va en parler. Tout ce que je décris là, les bases, semble acquis pour beaucoup, mais dès qu'on creuse, on réalise qu'il y a des trous dans la raquette. Regardez ces étapes, regardez comment vous agissez. Vous avez des possibilités d'amélioration phénoménales rapides qui ont pour effet de fluidifier la totalité de votre process et de faciliter l'attraction de candidats. Je vous rappelle un truc que je n'ai pas mis là dans les bases. Il y a un cadre légal. Il est précis. Il est précis et il mérite qu'on s'y attache. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de mettre dans une annonce pour de bonnes raisons. Et il y a des évaluations que vous ne pouvez pas faire pour des bonnes raisons. Donc évitez de les faire
ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ce sera essentiel pour votre marque employeur. Inutile de perdre du temps à gérer des choses négatives que vous auriez pu éviter très simplement. Peut-être ne l'avez-vous pas expérimenté. Pour l'avoir vu chez ce client dont je vous parlais l'an dernier, mais d'autres, je vous assure, c'est de l'énergie perdue pour rien. Je vous propose de faire un stop sur les outils et les algos. Ce que je vais vous dire ici, ce sont des généralités. Vous pouvez naturellement le nuancer, mais il y a quand même quelques éléments qui se dégagent. D'abord, le recrutement est une étape pénible, chronophage, complexe. La logistique derrière peut vite devenir effarante. J'entends, elle peut vite devenir importante. Si vous recrutez 2 personnes par an, ce n'est pas un sujet. Si vous recrutez 30 personnes par an, ça en devient. Ça devient d'autant plus un que le recrutement est d'abord une affaire de relation avec le candidat. Et qu'on abîme très vite la relation, notamment quand les recrutements traînent, quand les réponses ne sont pas données, quand on manque de clarté. Peut-être l'avez-vous expérimenté, on perd des candidats dans un process s'il prend trop de temps, si on ne gère pas bien certaines des étapes, si on n'est pas cohérent sur la communication. Il est nécessaire de s'outiller pour ça. Il y a des outils payants, il y a des outils gratuits. La question, c'est quel est l'outil dont vous avez besoin, vous, à votre étape, pour gérer le flux. Dans les outils, quand on n'a pas beaucoup de candidats et qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens, c'est parfois simplement un fichier Excel. Ça peut être un outil comme Notion ou des outils de visualisation qui permettent de faire des cartes avec des systèmes de process, des Kanban, etc., etc. C'est important. C'est important parce que vous devez, si vous voulez attirer des candidats de qualité, les traiter comme des gens de qualité et donc soigner la relation. La rapidité et la qualité du suivi des candidats est absolument cruciale. Mais là, on parle d'outils assez basiques, hein. On parle des outils pour traiter les candidatures. Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête sur quelques enseignements de la psychologie sociale en lien avec le recrutement. On entend beaucoup de choses. Elles sont toutes vraies, mais souvent elles omettent des trucs très importants. Et là, je vais vous parler forcément des vendeurs de solutions, des gens qui vont vous dire qu'ils ont l'outil fabuleux pour recruter. La première chose, et ça va étonner plein de gens, rares sont les tests psychométriques qui réellement sont des bons prédicteurs de performance. Il y a plein de tests. Dans les tests, il y a les farfelus, les baroques, je les mets de côté. D'une part, certains sont illégaux. Vous pourriez vous retrouver avec une difficulté à justifier l'utilisation de certains. D'autre part, certains ne servent à rien et ça n'améliore pas la relation avec les candidats, y compris des tests validés. On sait que les tests d'intelligence ne disent rien de la performance. Mais là, il y a un piège. Il y a un piège et les gens qui vous vendent des solutions s'engouffrent dedans. Le piège, c'est que les entretiens non structurés, vous savez, les entretiens au feeling, les entretiens à l'intuition, sont quasiment inefficaces. Et ça, pour le coup, c'est le truc le plus partagé. Un entretien au feeling, c'est pourri. Et c'est là où est le piège des gens qui vous vendent des solutions. Ils vous disent quelque chose en oubliant la partie non structurée intuition feeling. C'est pas parce que les tests n'ont pas une valeur prédictive forte qu'ils sont inutiles. Au contraire, ces tests dits robustes, testés scientifiquement, sont de meilleurs prédicteurs de la performance que l'intuition. Et c'est là le piège. Les gens vous vendent parfois des solutions en disant nos tests sont meilleurs que des entretiens. Oui, sont meilleurs que des entretiens, mais en fait des entretiens libres, des entretiens non structurés. Les entretiens structurés objectivement, et je vais vous expliquer ce que c'est, les entretiens les entretiens structurés ou semi-structurés
sont globalement les meilleurs outils de décision pour embaucher quelqu'un. Il y a des limites à ça, on pourra en discuter après si vous le voulez. Il y a une deuxième subtilité quand on décide de mieux recruter. Et c'est Kahneman qui le dit très très bien dans un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, dont on vous parle de temps en temps, dont moi souvent je parle. Et il faut s'en souvenir. Kahneman a notamment pendant très longtemps recruté, testé, étudié les méthodes de recrutement dans l'armée israélienne. Dans les enseignements qu'il évoque de cette époque, il y a deux règles très basiques à laquelle il est parvenu. Comment l'expliquer, comment le dire simplement? Grosso modo, on est tous très bons, très très bons pour définir les critères et extraire l'information qui permettent d'évaluer ces critères de nos entretiens. On pourrait se dire, c'est génial, j'ai les critères et j'arrive à choper l'information pour valider le critère. Le drame, Kahneman insiste lourdement, le drame, c'est qu'on est terriblement mauvais à en tirer des conclusions. Très vite, on se noie dans l'arbitrage entre les critères. Très vite, on se fait avoir par des tas de défauts, de raccourcis de jugement qu'on utilise trop souvent. Donc, la première des règles, ne vous cassez pas la tête à des pondérations subtiles. Faites une règle simple. Privilégiez un truc très simple. Parfois, une simple règle équipondérée. Vous avez 5 critères, attribuez une note à chaque critère et faites la moyenne. La valeur prédictive de cette simple moyenne est beaucoup plus forte que tous les systèmes très sophistiqués. D'ailleurs, beaucoup plus forte que l'absence de système et l'intuition. Le deuxième truc génial que dit Kahneman, c'est méfiez-vous comme de la peste de votre mémoire. Souvent, vous savez, les process de recrutement traînent. Vous démarrez un process, vous voyez les premiers candidats, et puis il y en a des nouveaux qui rentrent, etc., etc., etc. Et résultat, au moment où vous faites la synthèse, au moment où vous vous réunissez tous autour de la table, il y a des candidats que vous avez vus il y a plus d'un mois. Et là, il y a un truc qui est terrible, c'est qu'il y a plein de biais qui rentrent en jeu. D'abord, le biais de récence. On tend à mieux noter les derniers candidats qu'on a vus. J'entends. On tend à mieux noter en mémoire les derniers candidats qu'on a vus. Patrick, que j'ai vu la semaine dernière, mais quand j'y repense, je pense qu'il m'a fait une impression plus forte que Jean-Christophe que j'ai vu il y a 4 semaines. Il y a un deuxième effet, c'est l'effet de halo. Quand bien même je mettrais à peu près la même note technique à Patrick et à Jean-Christophe, quand bien même ce serait le cas, mais je vais me souvenir beaucoup plus du sourire de Jean-Christophe. Et je vais le traduire en disant, ouais, vraiment, j'ai trouvé que Jean-Christophe avait plus d'impact. En fait, non. En fait, j'ai été sensible au sourire de Jean-Christophe. Donc, Kahneman dit un truc. À la fin de l'entretien, vous prenez votre grille simple et tout de suite, vous faites la synthèse et vous mettez la note. Comme ça, quand vous confronterez les évaluations dans 4 semaines, vous aurez des notes qui vont lutter contre le biais de récence, contre l'effet de halo et d'autres effets. Tout ça pour vous dire un truc. La techno, c'est fabuleux. En recrutement, ça peut être une vraie merveille. Mais souvenez-vous, c'est un pharmacone. Pour ceux qui ne connaissent pas la chose, la pharmacone, c'est le médicament en grec, mais c'est aussi le poison. Selon l'usage du pharmacone, ou vous améliorez tout, ou vous vous tirez une balle dans le pied. Donc soyez attentifs à l'usage des technos en recrutement, soyez attentifs aux solutions. Elles sont aussi bien un outil que quelque chose qui peut baisser la qualité de votre recrutement. La vraie question que vous avez besoin de vous poser, c'est avez-vous réellement besoin des tests que vous utilisez ou qu'on pourrait vouloir vous vendre? Avez-vous réellement besoin d'algorithmes compte tenu des effets de bord qu'ils provoquent? Je ferme le sujet parce que vous voyez que j'ai déjà pris du temps. On pourra en parler après. Je veux vous parler d'une chose aujourd'hui, c'est l'entretien structuré parce que c'est un truc exceptionnel. Je vous ai parlé tout à l'heure rapidement du process de recrutement. Voyons ensemble
les principaux éléments d'un entretien structuré. La première chose, c'est les critères d'évaluation. Il est nécessaire de structurer vos entretiens pour tenter d'être le plus objectif, de lutter le plus contre l'évaluation subjective en entretien. Ceci passe par la clarté sur les critères. La clarté sur les critères, c'est simple, hein. Quand vous avez bien fait une fiche de poste, quand vous avez bien travaillé cette fiche de poste avec les managers, avec les gens qui ont fait le job, vous êtes capable d'identifier des prérequis, les forces, les choses positives pour bien faire le job, et vous êtes aussi capable de voir ce qui a nui à la qualité du teneur de poste précédent. Définissez vos critères et hiérarchisez-les, priorisez-les. Distinguez ce qui est indispensable de ce qui n'est qu'une valeur ajoutée. Dans l'annonce, mettez surtout ce qui est indispensable. Dans le recrutement, allez d'abord travailler ce qui est indispensable. Donc voilà, hiérarchiser, c'est essentiel. De là, une fois que vous avez vos critères, définissez les questions à poser. C'est compliqué de trouver une bonne question. Ouais, c'est très compliqué. Donc, cherchez à poser des questions ouvertes, cherchez des questions qui vont vous permettre de valider les compétences. C'est un vrai boulot. C'est pénible. Ça se fait en amont du process de recrutement, en tout cas en amont des entretiens, et ça se fait à plusieurs. On peut imaginer plein de questions. Il y en a deux qui fonctionnent très bien. Soit des questions comportementales, c'est la fameuse racontez-moi la fois où, trois petits points. Vous allez demander à la personne de se positionner dans son expérience par rapport aux critères que vous avez identifiés. Il y a un autre type de questions, c'est presque la même, mais elles sont appelées situationnelles. Vous ne leur demandez pas de raconter quelque chose qui s'est déjà passé, vous leur racontez d'imaginer quelque chose pour comprendre leur réaction. Imaginez-vous, dans la situation donnée, quelle serait la décision que vous prendriez? Voilà. Des critères, définissez les bonnes questions à poser. En parallèle, définissez une échelle de notation. Pas besoin d'un truc compliqué. Souvenez-vous, fuyez le compliqué. C'est Kahneman qui nous le dit. Mettez une échelle toute simple. Ça peut être 0 à 3, ça peut être 1 à 5. L'objectif. Une note où la compétence est absente, jusqu'à une note où on est en dépassement de la compétence. Première règle. Vous pouvez noter de 0 à 3, de 1 à 5. Pas besoin de faire plus sophistiqué. Et derrière, posez-vous la question de la note éliminatoire. Posez-vous la question du plancher. Si jamais je vous mets 1 sur 3 à telle compétence, est-ce que pour moi, c'est rédhibitoire? Est-ce qu'il faut un 2? Est-ce qu'il faut un 3? Donc voilà, une échelle de notation simple, sur un nombre de critères limité, et éventuellement se poser la question d'un plancher. Vous remarquez très vite que tout ça vous donne une trame d'entretien. Trame d'entretien que vous allez finaliser avant d'attaquer l'entretien et que vous allez partager. Cette trame d'entretien, soit c'est une méga trame que vous divisez en morceaux et que vous distribuez entre les intervieweurs, soit c'est votre trame et chacun fait la sienne. Mais il va falloir les collectionner, les mettre les unes face aux autres pour vérifier si, au total, on identifie bien les compétences nécessaires. Et aussi pour faire en sorte que tout le monde ne pose pas la même question. Inutile, c'est de la perte de temps. Pour l'entretien, il y a des étapes super basiques. Posez le cadre. Ce cadre doit être positif. Parce que tant qu'il n'est pas positif, on détruit l'évaluation. L'une des plus mauvaises façons de recruter, c'est la mise sous stress ou se comporter comme un recruteur désagréable. Le bad cop en entretien, ça ne marche pas. En fait, vous vous plantez dans l'évaluation avec un bad cop. Donc, mettez le cadre, posez le cadre, faites en sorte qu'il soit positif. Posez vos questions, celles que vous avez définies avant, à tous les candidats. Posez les mêmes questions à tous les candidats, et idéalement dans le même ordre.
Autre astuce essentielle, laissez de côté les questions d'opinion, les questions de jugement. Elles n'aident pas à appréhender la performance. Et retenez-vous de poser une opinion pendant le cours de l'entretien. Prenez plutôt des notes. C'est essentiel. Donc, toutes les questions à tous les candidats dans le même ordre. Vous avez le droit à des entretiens structurés, complètement structurés du début à la fin, mais vous pouvez aussi avoir des entretiens semi-structurés. Libre au début, libre à la fin, mais assurez-vous, vous posez les mêmes questions à tout le monde. Souvenez-vous aussi que l'entretien, c'est l'occasion de s'assurer que le candidat n'a pas de questions, qu'il a bien compris le poste. Imaginez bien que s'il n'a pas compris le poste et que vous le recrutez, ça va être la catastrophe. Croisez les regards des opérationnels des RH, faites plusieurs entretiens avec chaque candidat, c'est pertinent. Mais attention, souvenez-vous que trop d'entretiens, ça dégrade la qualité de l'évaluation. Au-delà de 4 ou 5 entretiens, en fait, quand on va se réunir pour juger, la dispersion des jugements va nuire à l'évaluation. Il y a des études très amusantes là-dessus. Au-delà de 5 entretiens, on considère en fait qu'on dégrade la qualité de l'assessment. Sans parler du fait que ça exaspère le candidat, pas de bol, il a plusieurs process en parallèle, il est bon. La chance, c'est que vous le perdiez avant même d'être parvenu au bout de l'entretien. Quand vous avez accompagné la personne, posez-vous tout de suite. Posez votre grille, relisez vos notes et notez. Notez vraiment. Notez la note que vous attribuez à chaque critère. C'est absolument essentiel parce que c'est ça qui va vous aider à lutter dans le temps contre la subjectivisation de l'évaluation. Gardez une notation simple, je vous l'ai dit, regardez Kahneman. Voilà. Ça, c'est le gros que je voulais vous donner dans comment mieux recruter. Je vais vous offrir 3 points, mais beaucoup plus rapides. Heureusement, je suis tout seul à faire la chronique, je réalise. La marque employeur. La marque employeur, c'est un truc qui paraît purement du marketing, mais c'est très utile. C'est un actif immatériel qu'on peut travailler à peu de frais. Pas besoin de partir dans des démarches effrayantes, des démarches extrêmement ambitieuses. C'est quelque chose qu'on peut travailler à peu de frais. Prenez le temps, c'est très utile. Au fond, la marque employeur, c'est quoi? C'est être capable de communiquer. Voilà pourquoi les gens nous ont rejoints. Et surtout, voilà pourquoi ils restent avec nous. Si vous répondez déjà à ces 2 questions, clairement, si vous savez le faire, si vous êtes capable de le faire passer dans vos entretiens, si vos employés en sont conscients et peuvent le partager à l'extérieur, vous avez fait 80% du job. Le sujet d'ailleurs, c'est de faire 80% du job, pas 150%. Le sujet, c'est la cohérence et surtout la preuve de la proposition. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kano, le diagramme de Kano. C'est un truc qui est extrêmement utile pour raisonner sur la marque employeur. Ça sert à plein de choses, mais c'est très utile pour la marque employeur. Il y a des choses qui sont obligatoires. Si ça manque et qu'on le découvre, ça crée une insatisfaction, une déception phénoménale, que ce soit pendant le recrutement ou après. À l'inverse, si vous avez les bases, le moindre truc, on va dire, superflu ou pas absolument indispensable, a un effet positif énorme. Je vais vous le dire de façon plus bête. Quand vous montez dans une voiture chez votre concessionnaire, pas un instant, vous ne pensez à vérifier si elle a des roues et un volant. Tant qu'elle a des roues et un volant, il n'y a aucun warning qui s'allume. Vous êtes dans la partie basse, entre guillemets, du diagramme de Kano. Il n'y a pas de raison d'être insatisfait. Elle a des roues, elle a un volant. Le jour où vous montez dans une voiture dont il manque une roue, vous allez très vite vous douter qu'il y a un problème. Et l'effet déceptif, si on le découvre après, est catastrophique. À l'inverse, vous montez dans la voiture, naturellement, elle a ses roues et son volant. Mais tout d'un coup, vous voyez que, je ne sais pas, l'écran de contrôle est tactile. Ah, c'est génial! C'est génial, ça m'apporte une énorme satisfaction par sa simple présence. Son absence m'aurait fait ni chaud ni froid, ou presque. La marque employeur, c'est la même chose. Faites le 80%, ayez le 80% bien, ça va être décisif.
Vous pourrez toujours améliorer en marchant. Vous pouvez aussi recruter autrement. Je vais aller très vite. Souvenez-vous que le CV n'est toujours pas mort, il est toujours indispensable, il est toujours utile, mais il y a d'autres pistes. Et il y a des pistes avec le CV. Le premier truc, les candidatures spontanées, parfois, c'est génial. Quand vous avez des candidats exceptionnels, gardez-les sous le coude, gardez un vivier. Parfois, c'est fabuleux. Et l'effet sur le candidat n'est pas du tout négatif. Être appelé 3 ou 6 mois après, c'est totalement pertinent. Par contre, c'est très compliqué de se souvenir d'un bon candidat a posteriori. Donc, il faut que vous les gardiez au chaud, à un endroit identifié, pour pouvoir les revisiter régulièrement, les relire, simplement vous dire, ah tiens, oui, ça, c'est ce dont j'ai besoin maintenant. Parce que bien souvent, ces candidatures spontanées ne tombent pas à un moment où vous en avez besoin. Il y a aussi des trucs beaucoup plus bêtes, des choses beaucoup plus décalées, mais qui méritent qu'on s'y arrête. Parfois, le CV n'est pas le truc le plus pertinent, parce que des gens ne pensent pas à se présenter face à vous comme des candidats pertinents. C'est ce qu'on appelle les recrutements par habileté ou par simulation. Allez voir Pôle emploi, ils sont parfaits là-dessus. Parfois, le geste précieux pour votre activité, un geste extrêmement technique, se retrouve dans d'autres métiers qui, eux, ne sont pas des métiers en pénurie. Donc parfois, on a intérêt, je dis n'importe quoi, à aller recruter un soudeur. Non, c'est une compétence rare. D'aller recruter, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui sait faire ce geste-là, geste qui se retrouve dans un autre métier. Si vous êtes sur un marché pénurique, allez voir Pôle emploi. Ils peuvent vous aider à identifier les fameuses habiletés et voir sur quel autre métier elles existent. Tout d'un coup, vous pourriez recruter un boulanger pour faire un boulot de soudeur en ayant très peu de formation nécessaire parce que tout l'art, c'est le fameux geste qui est limité. Pensez aux événements et aux after-work. Pensez aux rencontres que vous pouvez avoir en dehors. Ce sont aussi des modalités de recrutement. C'est le fameux faites venir des gens pour parler de votre boîte. Le réseau et la cooptation fonctionnent. Pour peu que vous le travaillez correctement, c'est des pistes extrêmement pertinentes. Vous pouvez impliquer vos équipes, ça a du sens. Souvenez-vous-en. Vous pouvez aussi recruter des jeunes. C'est des choses que on vous dit chez Meltion. Parfois, c'est plus facile de recruter un jeune que quelqu'un de très senior. Mettre le prérequis sur la seniorité et l'expertise n'est parfois pas ajusté. Parfois, recruter un jeune, c'est plus facile et pas forcément moins efficace. Et aussi, quand vous recrutez, vous pouvez changer vos façons de recruter. En ce moment, on voit se multiplier des gens qui suppriment la période d'essai, des entrepreneurs qui disent moi, je recrute sans période d'essai. Et c'est dans l'annonce. Ça a un effet mécanique. Les gens viennent plus vite vers vous. La période d'essai sert à vérifier l'adéquation ou non, mais dans un monde où la période d'essai est facile, plutôt interrompre un contrat, même en dehors d'une période d'essai est facile, c'est quelque chose qui peut être distinctif pour attirer des candidats. Je vais aller plus vite. C'est un point essentiel. Souvenez-vous du début. Souvent, on est obligé de recruter parce qu'on ne sait pas garder les employés. Donc, une bonne façon d'améliorer son recrutement, c'est aussi de gérer l'intégration, le fameux onboarding. Souvenez-vous qu'en fait, une fois qu'on a recruté, c'est le plus dur qui commence. Vraiment. Cette période d'intégration est totalement structurante. Préparez-la en amont. Faites en sorte que quand le collaborateur arrive, tout soit prêt. Son contrat, les documents administratifs, sa place de travail, son matériel, les accès informatiques s'il a besoin d'un PC, etc., etc. Souvenez-vous que c'est bien qu'il soit accompagné. Et il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. Il suffit qu'il ait des gens différents auxquels se référer. Certes, son manager, mais aussi peut-être un mentor, quelqu'un qui n'est pas son manager et qui peut le tutorer, l'accompagner dans l'intégration. Ou certains appellent ça un buddy. Ça peut être un collègue de même niveau qui va l'aider à appréhender la culture de l'entreprise, son organisation, y appeler quand on a tel problème. C'est d'autant plus pertinent qu'on vit dans des mondes un peu perturbés, où le travail peut se faire à distance de plus en plus. On parle de travail hybride, de management hybride, de travail à distance. Ça existait déjà, ça s'est durci. L'intégration est clé par rapport à tout ça. Vous pouvez aussi, dans l'onboarding, dessiner des perspectives. Ça n'a rien d'anodin. Si je sais comment fonctionne l'entreprise,
comment elle m'intègre dans son futur, quel est son futur, fatalement, c'est plus facile d'y rester. J'ai été très long, ça tombait bien qu'il n'y ait pas de deuxième rubrique. Mais retenez la chose suivante. Prenez le temps de regarder la qualité de vos recrutements passés. Souvenez-vous, j'ai un petit raté de présentation, c'est pas grave. Diagnostic de recrutement passé, ça va vous livrer plein d'enseignements, des choses que vous pouvez vite améliorer. Souvenez-vous que la marque employeur est un truc essentiel que vous pouvez travailler tout le temps. Surtout, professionnalisez votre recrutement. C'est un investissement, il y a plein de façons de le faire, des façons progressives, des façons ambitieuses. Professionnalisez votre recrutement, formez vos managers, formez vos recruteurs, recourez à des prestataires externes, c'est pertinent. C'est pertinent parce que ça vaut le coup, même financièrement. Constituer un vivier, recruter autrement, ça vous permet d'aller très vite et développer l'onboarding. Voilà, j'ai été horriblement long, mais en fait, il y avait plein de choses à dire. Quels sont tes critères qui te permettent de penser que tu as été horriblement long? Voilà. Et est-ce qu'on a bien travaillé sur savoir ce qui est long et pas long dans le passé sur les chroniques? Vous êtes charmant, mais à la rigueur, c'est plus ceux qui sont présents Parce qu'il ne dans faudrait les pas se questions fier qui à poseront. une intelligence artificielle. Voilà. Il faudrait qu'on ait un petit modèle qui puisse dire ce qui va en être. En tout cas, merci Patrice, parce que justement, tu as pris le temps d'aller au fond des choses. On peut dire la chose suivante. Dans les milliers d'entreprises qu'on a rencontrées au cours des dernières années, il y a bien une chose qui préoccupe tout le monde, c'est le recrutement, c'est la capacité à garder ses collaborateurs, c'est la capacité à faire en sorte que l'entreprise soit un projet collectif et dans lequel chacun puisse trouver sa place, savoir à quoi il contribue, pourquoi il contribue à quelque chose. Euh, Peut-être que la question que j'ai envie de te poser, Patrice, c'est facile finalement quand on est une entreprise qui a beaucoup de sens, peut-être d'attirer beaucoup de candidats. Qu'est-ce que ça fait d'être un vendeur de tabac ou de produits, je ne sais pas moi, militaires ou autres? C'est des choses qui posent des questions morales. Comment est-ce qu'on recrute quand on est un entrepreneur dans un métier qui n'est pas sexy, voire même qui est mal vu? Ah, ça serait une chronique en tant que telle, probablement. Peut-être trois éléments de réponse. Le sens, il est dans la finalité de l'entreprise. Il est dans la finalité de l'entreprise. Mhm. Sur le tabac, c'est un peu chaud. Ça devient de plus en plus compliqué. Mais sur le secteur de l'armement, fondamentalement, il y a, en dépit de tout ce qu'on pourra dire, en dépit de toutes les tentations angéliques qu'on peut avoir, moi le premier, il y a des moments où on a besoin de se défendre. La question, c'est est-ce qu'on cherche le sens dans la visée de l'entreprise ou est-ce qu'on cherche le sens dans la façon qu'a l'entreprise de vouloir atteindre cette visée? Mhm. Et là, il peut y avoir des enjeux de différenciation subtile. Nous, on le fait mieux qu'ailleurs. C'est parfois pas suffisant. Ensuite, il y a la culture de l'entreprise. Donc, vous avez le sens, vous avez la façon d'atteindre le sens, et vous avez la façon dont on vit le collectif. Mhm. Une boîte, c'est quelque chose de très social. C'est quelque chose de l'ordre de la relation. De la même manière qu'on peut entreprendre parce qu'on a envie de faire quelque chose avec quelqu'un, on peut être heureux de travailler parce qu'on est dans un collectif qui est puissant, qui est stimulant, qui nous nourrit. La question de la marque employeur pour l'entrepreneur, elle est au moins sur ces trois dimensions. Il y en a bien d'autres.